Cet Américain, Ronald Reed, a travaillé pendant 25 ans comme employé dans une station-service, avant de devenir pendant 17 ans gardien dans un centre commercial. Le jour de sa mort, toute la ville a donc été extrêmement surprise quand ils ont découvert qu'il léguait une fortune de 8 millions de dollars à ses héritiers et à un hôpital de la région. À ce moment-là, il y a eu des interrogations. Ronald Reed était-il membre d'une mafia ? Avait-il trouvé un trésor dans son jardin? Eh bien rien de tout cela. Il avait simplement suivi les 2 premières règles dont je vais vous parler dans cette vidéo. Salut, moi c'est Aurore, je suis cofondatrice de Goodvest et aujourd'hui on va voir ensemble quelques règles que suivent les millionnaires et comment vous pouvez vous aussi les mettre en application. La première règle et la plus importante, c'est d'investir. Warren Buffett disait: si vous ne gagnez pas d'argent en dormant, vous travaillerez toute votre vie. Et en fait ce qu'il voulait dire par là, c'est que si vous vous reposez entre guillemets uniquement sur votre capacité et votre temps de travail, vos perspectives vont être assez limitées. D'autant plus que si à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas la capacité de travailler autant ou tout aussi bien, vous allez vous retrouver fort dépourvu. Et il y a des exemples de superstars qui viennent confirmer cette théorie sur l'investissement. Des personnes qui ont eu des revenus extraordinaires à une période de leur vie et qui pour autant se sont retrouvées dans d'énormes difficultés financières, soit parce qu'ils n'avaient pas investi, soit parce qu'ils avaient très mal investi. On peut par exemple parler du rappeur MC Hammer, qui était l'un des plus gros rappeurs de sa génération. Chaque année, il amassait des millions de dollars au pic de sa carrière. Et pour autant, il s'est retrouvé ultra endetté, jusqu'à 13 millions de dollars d'endettement qu'il était incapable de rembourser. Tout ça parce qu'il avait un taux d'épargne nul et qu'il dépensait absolument tout. Par la suite, il a changé drastiquement son niveau de vie, il a réussi à stabiliser sa situation, mais ça montre que même si vous gagnez énormément d'argent, si vous n'investissez pas, vous n'êtes pas forcément riche. Et c'est d'autant plus dommage que de 1990 à 2025, les marchés financiers ont été ultra dynamiques. Donc littéralement, chaque euro investi aurait eu la capacité d'être multiplié par 10. En France, on a d'autres exemples qui sont un peu moins glamour, par exemple Benjamin Castaldi ou encore Loana. Moi, je pense que vous avez compris l'idée. Donc pour résumer, c'est un grand oui pour cette règle de vie des personnes les plus riches, il faut absolument investir. Mais si c'est si simple, alors pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas ? Il y a énormément de personnes encore aujourd'hui qui pensent que pour commencer à investir, il faut déjà avoir une certaine somme d'argent. Il y a une étude assez inquiétante qui a été sortie en 2024 et qui montrait que les Français pensaient qu'en moyenne, il fallait avoir 8 000 € pour pouvoir correctement investir. Et c'est complètement faux. Et je suis assez bien placée pour le savoir. Par exemple, chez Goodvest, qui est donc la plateforme d'investissement que j'ai cofondée, vous pouvez investir à partir de 300 €. Règle numéro 2, vivre en dessous de ses moyens. Cette deuxième règle est toujours liée à la première. Le principe, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Parce que la richesse sur le long terme, ça a bien plus à voir avec le taux d'épargne et l'investissement qu'avec le salaire. Et ça, Ronald Reed, dont je vous avais parlé au début, l'avait bien compris. Son secret, pour amasser une fortune aussi importante malgré des revenus a priori assez faibles, c'était de vivre très modestement et donc d'avoir un taux d'épargne très important. Même tard dans sa vie, alors qu'il avait plusieurs millions de dollars sur son compte, il continuait à vivre dans la maison qu'il avait achetée 50 ans plus tôt, il conduisait une Toyota Yaris d'occasion, qui était probablement la même depuis très longtemps, et il réparait lui-même ses vêtements avec des épingles et du fil. L'idée, c'est pas nécessairement pour vous de vivre comme un moine, mais si votre objectif c'est d'accumuler un capital financier assez important, réussir à économiser par exemple 100 € par semaine, sur le long terme ça peut avoir un impact colossal. En termes de chiffres, si vous voulez suivre l'exemple de Ronald, il vous faudrait épargner précisément 162 € par semaine. Cette somme, si vous l'investissiez sur les marchés, vous permettrait a priori de devenir millionnaire au bout de 30 ans et à la fin de votre vie d'avoir autour de 10 millions d'euros. Ces chiffres sont basés sur un rendement hypothétique de 8%, c'est élevé, mais le marché américain depuis 30 ans a fait aux alentours de 10% par an en moyenne, donc c'est pas impossible, loin de là. Ronald Reed épargnait l'équivalent de 45% d'un SMIC, ce qui est inaccessible pour la plupart des gens, mais une méthode qui peut vous aider, c'est de commencer le mois en mettant immédiatement une partie de votre salaire sur un compte d'épargne ou sur vos investissements. Souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils dépensent d'abord leur salaire et à la fin du mois, ils regardent ce qu'il reste et là, potentiellement, ils vont l'investir ou l'épargner. Faire l'inverse, commencer par épargner, ça va psychologiquement vous contraindre à réduire vos dépenses mensuelles. Moi, par exemple, j'ai mis en place des virements automatiques de mon compte courant vers mes investissements, comme ça, j'ai même plus besoin d'y penser. Et au bout d'un moment, vous verrez que ça devient complètement indolore, on s'habitue complètement. C'est aussi important de comprendre que si aujourd'hui vous n'avez pas d'enfants ou vous n'avez pas de dépenses incompressibles, c'est une super opportunité pour épargner un maximum et profiter de cette période où vous pouvez avoir un taux d'épargne très élevé. Ronald Reed a commencé à travailler assez jeune et dès le début, il a commencé à acheter des actions, ce qui lui a permis de faire jouer les intérêts composés en sa faveur pendant de très longues années et de gagner beaucoup d'argent. Un phénomène extrême et que je trouve assez intéressant, c'est le FIRE Movement. Pour résumer, ce sont des personnes qui ont pour objectif de devenir tellement riches qu'elles pourront partir à la retraite à 30 ans. Et pour ça, elles vont vivre de manière très ascétique, dépenser vraiment le minimum vital et en parallèle probablement se cramer au travail pour
pour accumuler un maximum d'argent qu'elles vont investir pour générer des revenus passifs et un maximum de rendement. C'est un choix de vie qui, d'un point de vue financier, fait complètement sens et est tout à fait optimal. Après, ça correspond pas forcément aux choix et aux envies de tout le monde. Règle numéro 3, ne pas avoir d'amis pauvres. On va pas se mentir. Avoir un salaire plus élevé va évidemment vous aider à épargner beaucoup plus et à atteindre un niveau de richesse conséquent beaucoup plus vite. Il y a des études qui montrent l'influence forte de l'entourage sur les habitudes de vie, par exemple le sport ou l'alimentation. Si vos amis font énormément de sport, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, vous vous mettiez à faire beaucoup de sport aussi. Par contre, on est d'accord que vos amis et votre entourage ne sont pas un moyen pour vous aider à gagner plus d'argent. Cette idéologie assez américaine, uniquement basée sur l'argent, tend à donner une moralité assez douteuse. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des objectifs ambitieux, alors oui, soignez votre entourage. Les gens jaloux, les gens qui vous découragent ou qui vous rabaissent, évidemment c'est poubelle. Et les gens qui partagent votre vision de la vie ou à minima qui la respectent et qui sont positifs, qui vous encouragent, vous soutiennent, alors c'est un grand oui. Ça peut paraître un peu basique comme conseil. Pour avoir une bonne vie et pour être heureux, il faut manger équilibré, boire de l'eau, bien dormir et aussi avoir un entourage sain. Oui, super. Mais c'est aussi l'un des messages que j'ai envie de vous transmettre en faisant cette vidéo. Vous pouvez certes voir la richesse comme une fin en soi, mais vous pouvez aussi choisir d'adopter certaines habitudes de vie parce que elle vous sécurise dans un monde qui est tout de même assez chaotique, on va pas se le cacher, et aussi parce qu'elle participe à votre épanouissement personnel. Le chemin vers la liberté financière, vers la richesse, peut aussi être un chemin d'épanouissement, parce que vous kiffez votre travail qui vous permet de gagner des revenus, parce que vous vous entourez de gens qui sont brillants, qui vous motivent et vous soutiennent, ou encore parce que vous aussi, vous allez soutenir et encourager des personnes de votre entourage qui ont envie de gagner la liberté financière, mais aussi parce que lorsque vous investissez pas dans n'importe quoi, genre le pétrole, mais dans des projets dans lesquels vous croyez vraiment. Par exemple, avec Goodvest, la plateforme d'investissement que j'ai cofondée, vous investissez de manière utile. Vos placements soutiennent la transition écologique. Un placement en assurance vie, par exemple, va vous permettre de contribuer au développement des énergies renouvelables, des transports bas carbone, comme le train, les forêts gérées durablement ou encore l'accès à l'eau. Bref, avec seulement quelques centaines d'euros, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Vous pouvez investir pour votre avenir et pour la transition écologique. Parce qu'avoir beaucoup d'argent, c'est super, mais avoir beaucoup d'argent dans un monde qui brûle, c'est tout de suite nettement moins bien. Bon voilà, c'était la minute philosophie science et argent, mais ça me semblait important. Règle numéro 4, ne pas être une femme, et si vous en êtes une, ne surtout pas avoir d'enfants. Les chiffres sont clairs. Être une femme est une très mauvaise décision financière, particulièrement si vous voulez devenir très riche. 85% des millionnaires sont des hommes et les chiffres sont similaires pour les milliardaires. Et dans le même registre, à votre avis, combien coûte un enfant par mois? En moyenne, c'est 680 €. Pile ce qu'il faut pour devenir millionnaire au bout de 30 ans, comme par hasard. En plus, statistiquement, les personnes riches ont des enfants plus tard que les personnes moins aisées. Alors cumuler le fait d'être une femme et d'avoir plusieurs enfants, véritablement c'est un suicide financier. Et si en plus vous êtes issu d'une famille pauvre, bah alors là vraiment vous cumulez. Surtout, ne faites pas ça. Je plaisante évidemment, c'est de l'humour noir, mais je plaisante à moitié. Malheureusement, dans nos sociétés actuelles, être une femme est un désavantage quand on veut s'enrichir, et fonder une famille, c'est aussi se mettre des bâtons dans les roues. Quelques chiffres pour illustrer la situation actuelle. En France, les femmes gagnent en moyenne 23,5% de moins que les hommes, notamment parce qu'elles travaillent plus souvent dans des postes à temps partiel, et dans des métiers moins bien payés. En dehors d'un changement politique et sociétal complet, il n'y a pas vraiment de solution immédiate et globale à ce problème. Par contre, au niveau individuel, être informé, mettre toutes les chances de son côté, c'est déjà bien. En tant que femme, si vous êtes en train de rentrer dans le monde du travail, négociez votre premier salaire, mais comme si votre vie en dépendait. Si vous démarrez une vie professionnelle en gagnant légèrement moins que vos confrères masculins, gardez en tête que cet écart va se renforcer au fil des années, au gré des augmentations de chacun et chacune. Et en fin de carrière, le différentiel sera énorme. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo complète sur la négociation salariale, mais je vais quand même vous donner quelques conseils rapides. Premièrement, connaissez votre valeur. Donc, interrogez des personnes du métier qui ont des profils comparables aux vôtres. Deuxièmement, gardez toujours en tête quand vous entrez dans une négociation votre objectif de salaire et votre plancher, c'est-à-dire le salaire minimum que vous seriez prête à accepter. Et troisièmement, entraînez-vous à dire à voix haute le salaire que vous souhaitez, pour ne pas vous perdre dans des hésitations, des circonvolutions et des justifications le jour J qui ne vont que vous décrédibiliser devant l'employeur qui vous aura demandé vos aspirations salariales. Ah oui, et puis encore une fois, investissez. On l'a vu au début, le vrai effet de levier pour s'enrichir, il est dans l'investissement, pas juste dans le revenu. Aujourd'hui, il y a seulement 11% des femmes qui investissent en bourse contre 24% des hommes. Pour moi, c'est limite l'une des prochaines étapes de la lutte féministe, réduire l'écart d'investissement entre les hommes et les femmes. Chez Goodvest, la moitié de nos clients sont des clientes, des investisseuses. Vous nous rejoignez quand? Règle numéro 5, laissez faire le temps. Malheureusement, mon dernier conseil ne va probablement pas vous plaire, c'est d'être patient.
Le patrimoine médian des gens de moins de 35 ans en France est faible. 12 700 € pour les moins de 30 ans et 51 400 € entre 30 et 39 ans. Accumuler et faire fructifier du capital, c'est un processus long. Et l'idée de devenir riche rapidement est tout simplement impossible dans la grande majorité des cas, peu importe ce que veulent vous faire croire les vendeurs de formations en ligne pour devenir riche. En revanche, avoir un patrimoine conséquent à 50 ou 60 ans reste tout à fait accessible pour beaucoup de gens, si vous adoptez tôt de bonnes habitudes d'épargne et de gestion de l'argent. C'est frustrant. Mais si jamais vous avez une famille ou que vous avez le projet d'en avoir une, rappelez-vous qu'accumuler du capital, c'est aussi quelque chose qui va bénéficier à vos enfants ou à vos petits-enfants. Une fois que le capital est là, vous pouvez le transmettre. Pour finir, on va revenir à la question du sens. Est-ce que Ronald Read était vraiment heureux? Est-ce qu'il était content de mourir avec 8 millions de dollars sur son compte? Ou est-ce qu'en définitive, il n'aurait pas préféré en dépenser et en profiter un peu plus de son vivant, et puis profiter davantage de la vie? C'est une question qu'il faut se poser le plus tôt possible. Est-ce que vous voulez vous enrichir le plus possible, peut-être pour transmettre un héritage à une descendance? Ou est-ce que vous préférez profiter aussi de l'instant présent, sans nécessairement vivre au jour le jour en mode carpe diem, ce qui est une démarche assez imprudente, mais au moins profiter un minimum de l'instant T, et donc renoncer partiellement à une richesse potentielle future? Dites-moi en commentaire quelle voie vous allez prendre. C'était Aurore, on se retrouve bientôt pour la prochaine.